toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On parle habitat, ici tourné en plein cœur de la cité de l'habitat et du bien-être à Lutterbach. Alors qu'est-ce que on parle habitat? Eh bien c'est votre rendez-vous tendance, idées, envie de tout ce qui concerne votre habitat, que ce soit intérieur ou extérieur. Nos experts partageront avec vous au fil de nos émissions leurs trucs et astuces pour embellir votre quotidien. Je vous propose de nous plonger tout de suite dans l'univers de la cuisine avec nos invités réunis ici pour cette première. Alors, à mes côtés, à ma droite, Anne-Sophie Sutter et Loris Versinger. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes concepteur et vendeur au sein de Cuisinella. À ma gauche, Frédéric Petit-Demange. Bonjour. Bonjour Amy. Alors, vous êtes co-gérant chez Cuisine Spirale. Et à vos côtés, alors vous n'êtes pas cuisiniste, mais vous êtes avocate. En effet. Maître Kessler, avocate au barreau de Mulhouse. Bonjour. Bonjour Émilie. Alors vous, effectivement, vous n'installez pas de cuisine, vous ne faites pas leur conception non plus, mais vous serez là pour répondre à nos petites questions, nos petites problématiques, celles qu'on peut rencontrer quand on aménage, ou qu'on construit ou qu'on rénove nos cuisines. On en parlera plus tard. On va parler tendance de ce qui concerne l'univers de la cuisine. On parlera ensuite projet avec des réalisations concrètes sur le terrain. On abordera ensuite les problématiques liées à l'installation de sa cuisine avec notre rubrique On n'a pas peur d'en parler, notre avocate au barreau de Mulhouse, Maître Kessler. Et on terminera enfin par les innovations qu'on peut trouver aujourd'hui dans nos cuisines. Mais pour commencer, je vous propose d'aborder les tendances de vos cuisines d'aujourd'hui. C'est parti, nous allons parler tendance de l'univers de la cuisine avec nos cuisinistes réunis ici autour du plateau. Alors j'ai une première question pour vous, c'est déjà savoir ce que veut dire la cuisine aujourd'hui pour les clients que vous rencontrez. Est-ce qu'il y a une évolution justement dans cette manière d'aborder sa cuisine ? Pour nos clients, la cuisine aujourd'hui, c'est plus seulement un lieu où ils font leur préparation, leurs petits repas, mais c'est plutôt un lieu de rencontre où ils échangent avec leur famille, leurs proches. Nous, on le voit dans les projets qu'on conçoit avec eux, c'est plus justement un espace de vie plutôt qu'une cuisine. Frédéric Petit-Demange, est-ce que vous avez la même sensation, le même retour client ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, la construction fait que tout est ouvert sur un open space, donc on est obligé d'adapter en fait le mobilier pour que tout aille ensemble. Et effectivement, les clients aujourd'hui, c'est l'endroit de vie, c'est vraiment un endroit de partage, effectivement. Est-ce qu'il y a eu justement un virage ou un déclic ? Vous avez senti cette évolution tout au cours de votre carrière ? Maintenant, même dans une pièce fermée, on est amené à travailler sur des îlots, des coins conviviaux justement. Avant, c'était plus des cuisines en L ou des choses un petit peu plus basiques. Maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus cette demande. Et est-ce que ça s'adresse à une tranche d'âge particulière, justement, cette envie d'ouverture, de créer des petits îlots de vie J'aurais envie de dire pas forcément, dans le sens où on a aujourd'hui une clientèle jeune, effectivement, où ils vont avoir beaucoup la demande d'ouvrir la pièce en fait vers le salon salle à manger, ou quand bien même quand il s'agit de pièces fermées, quand ce n'est pas possible d'ouvrir cette pièce, on a systématiquement des demandes pour des verrières par exemple, ce genre de choses. Donc une ouverture même à travers les murs. Et par rapport à la tranche d'âge, je pense que non, effectivement on a des gens, que ce soit de tranche d'âge plus jeune ou des personnes qui rénovent leur cuisine à un moment donné dans leur vie, qui ont cette demande, qui sont en mesure d'abattre des murs et d'ouvrir justement parce qu'ils suivent la tendance actuelle de ces cuisines ouvertes. Frédéric, est-ce que vous avez le même Tout à fait, je dirais même surtout dans le cadre de la rénovation, aujourd'hui, on n'a jamais tombé autant de murs, quoi. C'est vrai, on agrandit les pièces, c'est toujours du très clair, hein. C'est vrai qu'à l'époque c'était du bois, donc, très foncé. Souvent les produits sont encore en très bon état, mais le client cherche vraiment à passer dans quelque chose de beaucoup plus clair. Et c'est vrai qu'on n'a jamais autant fait de verrières, même si à l'époque on le proposait, hein, mais c'était quelque chose de très fermé. Non, c'est pas quelque chose que les clients voulaient. Maître Kessler, alors je m'adresse à vous, mais pas en tant qu'avocate. Ce que je voulais savoir, vous, c'est quoi votre type de cuisine, du coup, en tant que cliente Absolument, je me reconnais tout à fait dans ce que disent les professionnels aujourd'hui. Cette envie d'îlot, d'ouverture, effectivement, la cuisine, c'est plus simplement le lieu où on prépare les repas, c'est réellement le cœur de la maison. C'est là où on se rencontre, c'est là où on se retrouve le soir quand on revient du travail, les enfants reviennent de l'école, il y a le goûter, il y a les premiers échanges et la préparation du repas. Donc effectivement, c'est essentiel et c'est clair que l'envie d'ouverture, moi c'est vraiment l'envie d'ouverture, une cuisine ouverte sur la pièce à vivre. Ça, si je devais faire construire ma maison, ce serait d'emblée la condition sine qua non.
Alors donc on a parlé implantation de cuisine, justement cette volonté d'ouverture, de respirer, de se retrouver dans un cocon. J'avais envie d'aborder avec vous ici la question des matières utilisées en fait. Est-ce que déjà dans la cuisine, un parquet bois c'est tendance et est-ce que c'est une bonne idée ? Dans la mesure, on va dire, où effectivement on allie cette pièce de vie donc, à la cuisine, effectivement si on reste dans le côté chaleureux par exemple avec des coloris qui sont, on va dire, intemporels, on va avoir aussi la possibilité de mettre du parquet pour rester dans ce côté chaleureux, la continuité de la salle à manger. Vous allez souvent avoir du parquet, ce genre de choses. Après, pour des questions que ce soit d'entretien ou autre, on retrouve aussi énormément de carrelage aussi sur des constructions neuves pour l'espace cuisine. Frédéric, est-ce que vous confirmez aussi cette tendance ? Oui, tout à fait. Après, le client en général veut effectivement une continuité du salon jusque dans la cuisine. Alors pour le bois, sa seule crainte, c'est bon, je suis maladroit, mes casseroles tombent, mon robot ménager, voilà, c'est tout le temps mouillé, je sors les appareils, les articles du lave-vaisselle, c'est mouillé, donc on bascule quelquefois, même si c'est pas nous qui vendons le revêtement de sol, mais les clients vont s'orienter effectivement vers un décor bois, mais carrelé éventuellement. C'est pas la majorité. Enfin, en tous les cas, on le propose, ça c'est clair, c'est beaucoup plus chaleureux, plus doux. Est-ce qu'il y a justement des matières qui sont utilisées, qui font vos marques de fabrique ou vos spécialités ? Est-ce qu'on utilise du marbre dans les cuisines aujourd'hui ? Enfin, c'est quoi un peu les tendances ? Je commence par vous, Frédéric. Alors, les tendances aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on expose. Le magasin qui n'expose que du granit, les clients verront du granit, va vouloir du granit. Aujourd'hui, il y a d'autres matériaux, même s'ils existent depuis longtemps. On a de la céramique, on a la pierre de lave, on a le granit. On a du corian, on a du crayon, je veux dire, tous ces produits-là font que, je veux dire, exposer, c'est attirant, mais le client revient quand même sur les produits inrayables, un produit pas fragile, pas poreux, donc je veux dire, on guide tout de suite le client sur les produits durables, on va dire, surtout. Et pour rejoindre ce que disait mon confrère, effectivement aujourd'hui le client, à l'époque on montait la cuisine, aujourd'hui on monte la pièce complète, on est obligé pratiquement de placer le mobilier dedans pour que le client puisse mettre vraiment en situation, et souvent effectivement on nous appelle au moment de écoutez, la couleur que vous avez, c'est quoi le code ? Alors, comme on a l'habitude, je pense que pour vous c'est pareil, on utilise des codes RAL, NCS ou Pantone, on donne les codes et en finalité, quand on va chez le client, c'est la teinte qu'on a choisie. Donc c'est vraiment ça, en fait, on n'est plus seulement des concepteurs, on nous demande de faire le décorateur. Après, il est vrai qu'il y a des clients qui amènent des très belles idées, qu'on n'a pas forcément eu, ou des confrères, pareil. Je veux dire, on n'a pas le monopole des bonnes idées, quoi. Dans le cadre d'une construction, généralement les constructeurs imposent aussi une certaine implantation à nos clients, donc ils se basent un petit peu là-dessus quand ils viennent nous voir. C'est vrai que dans le cadre de rénovation, hier encore j'avais des clients qui venaient, ils nous font partir un petit peu d'une feuille blanche, ils ont quelque chose aujourd'hui et ils veulent complètement changer. Comme disent les professionnels, ils ont des super logiciels. Donc vous allez voir votre professionnel de cuisine, vous dites voilà, moi j'ai envie de ça, et devant vos yeux, avec ces logiciels, ils vous réalisent la cuisine de vos rêves. Alors bien sûr, ils ont leurs obligations d'information précontractuelles, comme on dit, en disant oula, attention, là ce que vous demandez, c'est pas trop réalisable au vu de la disposition de votre cuisine. Mais voilà, c'est génial parce que vous avez vraiment vos envies qui se construisent sous vos yeux. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Merci Rachel. Et j'ai une dernière question. Moi, ce qui me questionne, c'est le papier peint. Est-ce qu'on la retrouve encore ? Parce que vous l'avez dit, vous implantez des cuisines, vous créez des cuisines, mais vous avez tout l'aspect déco. Est-ce que le papier peint est encore tendance aujourd'hui, Frédéric ? Complètement. Oui, tout à fait. On arrive à en mettre même jusque dans les salles de bain, dans la partie où on douche. Donc, c'est des papiers peints spéciaux. Ce sont les imprimés de très très belles marques et qui va être résiné en fait. On va résiner le produit pour que les projections d'eau n'abîment pas. Mais c'est vrai que c'est une grande demande, je veux dire, sur les papiers peints sur mesure, on va dire, avec des imprimés, ça peut être jungle, ça peut être... il y a de tout, il y a vraiment tout, c'est des papiers peints de très très belle qualité, et on a régulièrement des demandes. Il suffit d'en avoir au magasin, on me dit « Ah, ça c'est sympa ». On peut le trouver où ? Voilà, je veux dire. Au-delà de ça, on a souvent aussi des clients, des fois, qui souhaitent une touche de couleur dans la cuisine. Sauf qu'on a un peu tous connu le cas de la voiture rouge, par exemple, que je prends souvent en exemple. Voiture rouge, on en voulait tous une. Une fois qu'on l'a eu, par exemple, on s'en lasse très rapidement, on n'en veut plus jamais. Donc sur les cuisines, c'est un peu le même principe, dans le sens où on a des clients qui veulent aujourd'hui un peu de coloris dans leur cuisine, des couleurs vives. Nous, ce qu'on conseille à nos clients à ce moment-là, c'est peut-être de mettre une touche de peinture. Sur les murs, ce genre de choses, parce que de la peinture ça se refait, tandis qu'une cuisine on va pas la changer tous les 2-3 ans par exemple. Compliqué. C'est pour vous.
Des petites idées, Rachel, pour votre future cuisine. Voilà. Le choix va être compliqué, je crois. Je prends note, oui. Merci beaucoup. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir des tendances? Une cuisine ouverte, une cuisine cocon, une cuisine avec de la couleur. Est-ce que je suis dans le juste? Vous m'appuyez hein? Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Des choses aussi un petit peu intemporelles, qui durent dans le temps. Et de l'audace, Frédéric. Et de l'audace, et surtout penser que ça reste un atelier. C'est un endroit où on travaille, c'est un endroit où il y a du monde, il y a du passage, de toujours bien choisir ses matériaux par rapport à sa façon de travailler. Quelqu'un qui cuisine un petit peu n'a pas besoin de rentrer dans les matériaux spéciaux. Quelqu'un qui cuisine beaucoup doit adapter son ménager et son espace de travail et la fonctionnalité de la cuisine. C'est très important. Avant l'audace, vraiment, la cuisine, c'est quelque chose de très personnel. On cuisine à une main, 4 mains, c'est pas la même chose. On ne conçoit pas la cuisine de la même façon. Merci beaucoup Frédéric, je vous propose de rester sur ces bons conseils. Je vous propose pour le moment de partir sur le terrain dans une réalisation concrète. On s'immerge directement chez un client dans une cuisine. C'est parti. Pose de la plaque de cuisson, branchement et mise en conformité, branchement de la hotte, connexion de l'évier avec vérification sous pression s'il n'y a pas de fuite. Philippe Ackermann et son équipe apportent les dernières touches à l'installation de cette cuisine. Quand on arrive, c'est des blocs qui sont emballés, cerclés, protégés, sur lesquels on va commencer à faire des mises en place pour justement voir les contraintes. Donc un déballage, on renverse les meubles, on met les pieds, on fait un réglage du niveau. À partir de là, ça commence à devenir très sérieux parce que si le niveau n'est pas bien fait dès le départ, donc, comme je dis tout le temps, c'est le début est égal à la fin. Donc si dans les 2 premières heures, vous commencez mal, la fin du chantier, du coup, vous devez tout recommencer, quoi. Les différences de niveau du sol, justement, c'était la principale contrainte de ce chantier. L'îlot central a été modifié sur toute sa hauteur et chaque élément adapté. De là où vous vous trouvez jusqu'à ici, donc on arrive sur une différence de 3 cm. Donc là, pour que le client soit satisfait, on a fait ces réglages, quoi. Donc ça demande modification des socles, modification des hauteurs de plinthe, de pieds, de meubles aussi. Pour Jean-Philippe, le début du chantier est aussi important que la fin. Son moment préféré reste d'ailleurs celui où il découvre les éléments à mettre en harmonie. C'est déjà quand j'arrive, parce que j'arrive déjà à visualiser la fin du chantier. À partir de là, ça veut dire qu'on a déjà compris tout le processus, le cheminement de la pose de la cuisine. Si les temps de pose varient d'un chantier à l'autre, cette cuisine habillée de granit a demandé 2 jours d'installation avec une homogénéité parfaite à l'arrivée. Il est temps d'aborder notre deuxième thématique de notre émission. On parle habitat sur notre nouveau média Habitat TV. Le nom de cette rubrique, c'est « On n'a pas peur d'en parler ». Et justement, avec nous pour nous épauler, Maître Kessler, avocate au barreau de Mulhouse. Alors, on vous a fait parler de votre cuisine idéale dans notre rubrique Tendance. C'est à vous de jouer maintenant parce que vous êtes là pour nous conseiller, nous accompagner quand on rencontre des soucis au niveau, en l'occurrence, de l'univers de la cuisine. Nous avons des questions d'internautes. Je vais vous les poser et on va voir si vous avez des conseils pour les guider au mieux. Alors, première question, j'ai donné un acompte à un artisan, mais il n'a pas débuté les travaux dans les délais prévus. Que dois-je faire? Comment répondre à cet internaute? C'est déjà les débuts des problèmes. Alors, première chose, le devis. Avant toute chose. Le devis doit obligatoirement prévoir des délais de livraison. D'accord. Donc, le préalable, quand vous avez un souci de type retard, puisque vous avez versé un acompte. Alors, il faut savoir aussi, petite précision qui peut être très utile pour les internautes, la différence entre acompte et art. Oui. Alors, on ne rencontre plus vraiment le terme d'art, et pourtant, c'est un terme qui est très important. L'acompte, c'est une somme d'argent que vous allez verser en échange du commencement de l'exécution, mais que vous pourrez obtenir remboursement si jamais vous deviez annuler le contrat pour une raison ou pour une autre. C'est une somme qui peut être retournée au consommateur. À la différence des arts. Alors, les arts, c'est une somme, effectivement, que vous allez payer en début de contrat. Vous pouvez renoncer à votre engagement, mais à condition de perdre les arts. D'accord. Voilà, toute la différence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le devis ou le contrat ne prévoit pas un terme spécifique art ou acompte, on part du principe que c'est un art. D'accord. Et pas un acompte. Donc, on ne peut pas le retirer. Voilà, ça veut dire que si vous pouvez renoncer à votre engagement,
mais vous abandonnez les arts. D'accord. Voilà. Mais après, si on verse un acompte et qu'au final on ne veut plus du tout de cette cuisine, admettons, l'acompte ne nous est pas restitué. Alors ça va dépendre des conditions aussi de rétractation. Mais ce qui est important de revenir donc aux délais qui sont compris dans le devis, c'est très important. Oui. Le préalable, avant toute chose, déjà, c'est le dialogue. Première chose. N'entrez pas dans le conflit tout de suite. Respirez un bon coup. N'imaginez pas que c'est une situation dramatique, ça arrive tous les jours. Donc l'important, c'est d'instaurer le dialogue avec le professionnel. Déjà, vous renseigner pourquoi il y a un retard. Oui. Déjà, la première chose, est-ce que le professionnel est coincé sur un autre chantier ? Est-ce qu'il a eu du personnel malade et il fait face à des imprévus ? C'est tout à fait possible. Partez du principe qu'il y a de la bienveillance. Ne partez pas tout de suite dans le conflit. Partir du côté humain, qu'on oublie des fois. C'est ça, exactement. C'est un professionnel, mais c'est un humain, c'est un chef d'entreprise qui a des aléas et ça peut être compliqué. Effectivement, si le dialogue n'est pas possible, vous avez un préalable à tout, c'est la mise en demeure. La mise en demeure par écrit. D'accord. C'est un courrier très spécifique qui doit stipuler que c'est une mise en demeure. Donc vous mettez très simplement en objet, mise en demeure d'effectuer les travaux. Vous rappelez les délais de livraison, vous détaillez bien, vous disiez voilà, monsieur, je vous impose de faire les travaux dans un délai raisonnable que je fixe moi-même quand je rédige le courrier, 8 jours par exemple, c'est un délai suffisant. Et à défaut, vous pouvez invoquer la résolution du contrat. C'est-à-dire ? La résolution du contrat, c'est-à-dire vous allez faire appliquer l'exception d'une exécution. D'accord. Si vous voyez que le professionnel ne répond pas à votre mise en demeure, vous lui dites, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à payer les acomptes. Le contrat est simplement annulé. On arrête tout ici et vous me rendez l'acompte que j'ai versé. Voilà. En général, ça peut suffire à débloquer la situation. Et si jamais ça ne devait pas marcher, malheureusement, il y a la menace des poursuites judiciaires. D'accord. Allez, on va partir sur une deuxième question. Alors, je ne suis pas satisfait par les finitions de ma cuisine, mais le poseur refuse de reprendre son travail. Quels sont les recours possibles, Maître Kessler ? Alors, si le dialogue échoue... On part toujours de la base. Voilà, je prône toujours le dialogue. Même avant la mise en demeure, vous avez aussi la possibilité de passer par le courrier d'avocat. C'est tout à fait une possibilité, sans menacer de poursuite ou d'exiger un délai d'exécution des travaux. Le fait d'avoir un courrier avec un en-tête avocat peut aussi permettre de débloquer les choses. L'avocat va expliquer gentiment, sans menacer évidemment le professionnel, mais rappeler le professionnel à ses obligations, et surtout en expliquant que le client n'est pas opposé à une résolution amiable du litige et qu'il est dans l'intérêt des parties, effectivement, de trouver une solution. Donc ça, c'est aussi un préalable même à la mise en demeure. Une possibilité de pourparler, on va dire, avec le professionnel et le client. Parce que le premier dialogue n'est pas arrivé, donc on fait entrer l'avocat en jeu, mais juste pour dire, attention, le dialogue est ouvert. Tout à fait. Alors l'avocat, c'est pas forcément significatif de procédure derrière, donc non, on a aussi un rôle de conseil, hein, on n'est pas des grands procéduriers, on n'attend pas que ça des clients, donc on a cette possibilité, et moi dans ma pratique professionnelle, c'est quelque chose que je réalise assez souvent, et qui fonctionne, donc on n'a pas de suite, et on a une résolution à l'amiable, donc pas de difficulté là-dessus. Donc c'est déjà une première possibilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que consommateur, vous avez des garanties qui s'appliquent. Vous avez notamment 2 garanties. La garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés. En plus de cela, s'applique éventuellement une garantie commerciale qui peut être proposée par le cuisiniste, par exemple, puisqu'on parle de cuisine. Alors c'est un contrat qui est à part. Il y a des obligations légales aussi de forme, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, voilà. Mais donc ce sont des garanties qui peuvent être intéressantes ou pas forcément intéressantes par rapport à la garantie légale. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle que soit la garantie commerciale, elle ne va pas supplanter les garanties légales. Donc même si vous souscrivez à une garantie qui peut être payante ou gratuite, ça va dépendre de la politique commerciale du constructeur ou du cuisiniste. Si maintenant vous choisissez de faire application de ces garanties, ça ne vous prive pas de la garantie légale. Alors, la garantie légale de conformité et vice caché, qu'est-ce que c'est ? Alors, comme son nom l'indique, la garantie de conformité, elle vous protège de la non-conformité, en fait, de votre mobilier. Par exemple, vous avez un placard de cuisine, vous l'avez choisi en bleu. Et à la construction, vous vous rendez compte que finalement, vous avez une porte rouge. Ce n'est pas conforme avec vos attentes du tout. Et avec ce qui a été convenu sur le devis, on est bien d'accord. Autre cas de non-conformité, vous avez un meuble que vous êtes censé monter vous-même avec une notice explicative. Vous suivez à la lettre la notice et vous vous rendez compte qu'après, le meuble est monté à l'envers. D'accord. On a encore une non-conformité. Voilà, donc cette garantie,
vous permet de vous retourner contre le vendeur, en l'occurrence le cuisiniste, pour lui dire attention, c'est pas du tout ce que j'avais prévu moi dans le devis. Donc ça vous permet dans les 2 ans de la vente d'engager cette garantie pour que le vendeur puisse soit remplacer le meuble, soit vous rembourser ou diminuer une partie du prix. D'accord. Voilà, il y a plusieurs options. Et il y a aussi une astuce qu'on peut recommander aux consommateurs, c'est de se conserver 30% de la somme totale du montant des travaux pour la fin du chantier, qui servira à, entre guillemets, faire pression sur le cuisiniste si jamais il y avait des difficultés. Et ça, on a le droit de retenir 30% de la somme totale en attendant la fin du projet. D'accord. Ça vous permet de faire pression, ce qui n'est pas négligeable, 30%. Oui. Donc effectivement, ça vous permet de le bloquer. Mais alors attention, il faut être prudent aussi, on ne se fait pas justice à soi-même. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avertir. Mais si on voit que le chantier se déroule mal, c'est là où on se dit... Voilà, on sait que... Alors ce sera les 30% finaux, donc c'est à la fin, c'est pas tout de suite. Donc il vaut mieux... si les choses se passent mal dès le départ... Il y a matière déjà à se débrouiller avant, on voit les choses venir, mais c'est clair que si le chantier se passe parfaitement bien au début, mais qu'à la fin, on commence à voir que les finitions ne sont pas bien travaillées, que le professionnel a déjà un autre chantier en tête et qu'il se dit bon, ce client commence à me casser les pieds parce qu'il a de plus en plus d'exigences et autres, et bon, je vais finir, je vais bâcler mon travail et je vais entamer un autre chantier, vous avez encore cette possibilité-là. En disant, écoutez, non, il reste 30% à vous verser, je ne vous les verse pas tant que vous ne débloquez pas cette situation. Mais il faut avoir comme une raison derrière, ce n'est pas de la vengeance, parce que le professionnel, lui aussi, est en droit après de se retourner contre le client et de la signer pour pouvoir obtenir le paiement du solde. Merci Maître Kessler. Je vous garde avec moi puisqu'on va continuer à parler cuisine et tout particulièrement innovation. Mais avant ça, on refile sur le terrain parce que Habitat TV, c'est aussi du terrain, du concret. Donc je vous propose de découvrir un petit tuto bien sympa qui concerne la cuisine. C'est parti pour notre tuto du jour. On est ici au cœur de Cuisinella avec une préoccupation essentielle, comment bien entretenir son évier. Et pour nous éclairer, je suis avec Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Émilie. Alors vous allez partager avec nous vos trucs et astuces. On va commencer par l'évier en grès. On est devant un évier en grès. Comment on l'entretient? Eh bien tout simplement, moi je vous invite à vous munir d'une éponge avec de l'eau savonneuse et de venir faire des mouvements circulaires sur votre évier, qui permet du coup d'entretenir votre évier. Super simple en fait. Hyper simple. D'accord. Et est-ce qu'on le sèche après ou on laisse sécher tout seul? Vous pouvez éventuellement avec un chiffon venir l'essuyer pour éviter que le calcaire vienne s'y poser. Et alors c'est vrai qu'ici on est devant un évier en grès. Alors il y a aussi l'inox. Oui. Comment on l'entretient? Est-ce que vous avez un petit truc? L'inox, le process est plus ou moins le même. Ce que je peux vous conseiller, moi, la petite astuce, c'est de vous munir d'un chiffon, y appliquer une noisette d'huile d'olive et de venir badigeonner son évier, qui permettra de raviver l'inox. Génial. Donc voilà. Pas de savon, pas d'eau savonneuse à ce moment-là? Si vous pouvez pour l'entretenir, eau savonneuse d'abord. Voilà. Et après la petite touche finale? Tout à fait, avec l'huile d'olive. Génial. Merci beaucoup Anne-Sophie. Je vous en prie. Il ne reste plus qu'à appliquer ces petites astuces, évier en grès ou évier en inox. C'est parti! Il est temps d'aborder notre dernière thématique de cette émission d'Habitat TV. Il s'agit d'innovation. Alors, c'est vrai que la cuisine, c'est beaucoup de choses. C'est une implantation, c'est de l'électroménager. Est-ce que vous pouvez me dire, en fait, ce qui fait partie d'une cuisine innovante aujourd'hui, Loris? Oui, effectivement, une cuisine innovante aujourd'hui, on va retrouver pas mal d'innovations concernant tout ce qui est électroménager. Voilà, des plaques avec la haute aspirante par exemple, donc des fours avec une porte qui se rentre directement à l'intérieur. Et au-delà de ça, je pense en termes de conception, on va retrouver aussi également des conceptions innovantes dans le sens où aujourd'hui on est capable de faire des choses où un mur d'armoire par exemple, où l'une des portes que vous ouvrez n'est pas une armoire où on va ranger de la vaisselle, mais une armoire est une porte qui donne sur un cellier par exemple. Génial. Voilà, donc c'est comme un peu une cachette secrète, voilà, c'est innovant, les gens ils adorent. Des petits principes comme ça, c'est la petite touche qui fait que derrière... C'est le petit clin d'œil innovation qui fait plaisir, quoi. C'est ça, tout à fait. Et Frédéric, vous, ce serait quoi votre innovation un peu phare ou votre petit clin d'œil aujourd'hui dans la cuisine? Moi, ce serait vraiment sur les matériaux utilisés. Certains matériaux un peu plus rares, mais effectivement pour rejoindre ce que disait confrère, c'est de rentrer, des matériaux un peu différents même au niveau de la casserollerie, domotiser. On fait ça depuis quand même très longtemps, plus de 18 ans, on domotise les cuisines,
possibilité de les faire même en commande vocale, hein, donc ouverture et fermeture par ordre. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment innové, puisqu'on ne va pas le trouver chez tous les fabricants. Et est-ce qu'aujourd'hui les gens pensent aussi plus à ce côté accessibilité à leur avenir, oui, l'accessibilité de leur... parce qu'on pense aux personnes à mobilité réduite forcément par rapport à l'accessibilité à la domotique, mais est-ce que les gens, c'est un souci qu'ils ont aujourd'hui quand ils créent leur cuisine? Tout à fait. Pour avoir quelques clients effectivement avec des soucis de santé, on utilise beaucoup la domotique en fait, hein, donc des ouvertures juste par touche, uniquement fermeture par un interrupteur, mais toujours apporter en fait réglage des plans de travail en hauteur, donc électriquement, et pour le reste après effectivement ça reste pour les fauteuils roulants et tout ça, je veux dire on va travailler surtout sur des faibles hauteurs afin de pouvoir passer en dessous des accoudoirs. Donc installation secrète, domotique. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a aussi ce souci, c'est vrai que dans l'actualité on parle beaucoup de développement durable, est-ce que vos matériaux sont éco-responsables aujourd'hui, Anne-Sophie? On va avoir certains produits justement qui sont faits avec uniquement des produits recyclés, un certain type de façade qu'on a récemment entré chez nous. On a aussi des légumiers, des meubles où les gens vont pouvoir stocker leurs fruits, leurs légumes frais. Et Frédéric, vous, qu'est-ce que vous proposez sur ce côté développement durable, éco-responsabilité? Alors chez nous, les lacs, depuis quelques années, sont déjà toutes des lacs à l'eau. Donc il n'y a plus de lacs vernis ou à base de tous ces produits chimiques. Les nouveaux pans sont tous à base de maïs, quasiment. Et ce qui permet de faire des meubles où tous les points d'eau sont présents, d'avoir sans rajouter des produits type phénol, d'avoir des produits qui résistent à l'eau en fait. Et du coup, le panier fraîcheur de légumes d'Anne-Sophie, ça vous dit aussi? Alors, je suis pas sûre d'en consommer frais autant que faire se peut, c'est surtout de la conserve que je réchauffe. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Je savais pas que ça existait aussi, un légumier, carrément, avec les légumes d'antan, du panier. Voilà, je note, je prends note de toutes ces bonnes idées. Eh bien, ravi, parce que c'est ça le but d'Habitat TV aussi, c'est de donner des bonnes idées à nos téléspectateurs, à nos internautes, bien entendu. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Je pense qu'on a fait un petit tour d'innovation bien sympathique. J'ai découvert également plein de choses à vos côtés. Je vous souhaite beaucoup de belles cuisines à installer, une belle cuisine à construire. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite en forme avec le sourire et avec plein de nouvelles idées Habitat. Salut!